2 décembre 1984. Bhopal en Inde. Dans cette ville industrielle, nichée au cœur du Madhya Pradesh, la vie suit son cours. Il est minuit passé, les rues sont calmes, les habitants dorment paisiblement. Mais dans l'usine chimique locale, une réaction incontrôlée est en train de se produire. Un bruit sourd. Un souffle chaud. Puis un nuage invisible mais mortel commence à s'échapper silencieusement dans l'air nocturne. Chapitre 1. L'accident. L'histoire de cette catastrophe commence bien avant cette nuit fatidique. En 1969, la multinationale Union Carbide installe une usine chimique à Bhopal, en plein cœur de l'Inde. Son objectif, produire un pesticide révolutionnaire. Pour le fabriquer, l'usine utilise un composé chimique hautement toxique, le méthylisocyanate, MIC. Une substance instable, extrêmement réactive à l'eau, et qui peut entraîner des réactions violentes si elle est mal maîtrisée. Dans les années 1970, l'usine tourne à plein régime. Elle emploie jusqu'à 1000 ouvriers, dont beaucoup sont peu qualifiés et formés à la va-vite. Avec le temps, l'activité ralentit et les finances d'Union Carbide se détériorent. L'entreprise cherche alors à réduire les coûts. La maintenance est négligée, les équipements de contrôle sont défaillants, et le personnel, réduit au strict minimum, n'a pas toujours les compétences nécessaires pour faire face à une situation d'urgence. Malgré des incidents répétés au sein de l'usine, des fuites de gaz, des accidents de travail, des signaux d'alarme ignorés, la production continue. Jusqu'à ce 2 décembre 1984, où un enchaînement fatal de négligence va transformer l'usine en bombe chimique. Il est environ 23 heures lorsque dans l'obscurité de la salle des machines, un premier événement passe inaperçu, 500 litres d'eau s'infiltrent accidentellement dans l'un des réservoirs de stockage du MIC, le tank 610. Personne ne s'en rend compte immédiatement, mais le processus chimique est déjà enclenché. Le produit extrêmement réactif. Au contact de l'eau, il entre en ébullition et dégage une chaleur intense. La température dans le réservoir grimpe rapidement, atteignant des niveaux critiques. En quelques minutes, la pression interne augmente rapidement, dépassant 3,8 bars, bien au-delà du seuil de sécurité. À minuit 30, un bruit sec retentit dans l'usine. Le disque de rupture du réservoir cède sous la pression. Puis, la soupape de sécurité s'ouvre brutalement. Le gaz, comprimé à l'intérieur de la cuve, s'échappe. Un panache invisible et mortel se propage alors dans l'atmosphère. L'usine de Bhopal n'est pas isolée. Au fil des années, des bidonvilles se sont construits tout autour du site. Des milliers de familles vivent à seulement quelques centaines de mètres des cuves de stockage. Lorsque le MIC s'échappe, il se diffuse dans l'air comme une brume imperceptible, d'abord inodore, puis terriblement agressive. À minuit 50, l'alarme de l'usine se déclenche brièvement, puis s'arrête. À ce moment-là, des centaines de personnes dorment encore, inconscientes du danger. Puis viennent les premiers symptômes. Une sensation de brûlure dans la gorge. Une toux sèche et incontrôlable. Des yeux en feu. Ils tentent de fuir, mais il est déjà trop tard. L'air devient irrespirable. À l'intérieur de l'usine, les employés évacuent dans toutes les directions. À 2h30 du matin, la sirène d'alerte urbaine est activée. 40 tonnes de MIC ont été relâchées dans l'atmosphère, touchant une zone de plus de 40 km². Et ce n'est que le début du cauchemar. Chapitre 2. Les conséquences immédiates. Le soleil se lève sur Bhopal, mais la ville est méconnaissable. Des cadavres jonchent les rues. Des familles entières ont été décimées en quelques heures. Les hôpitaux sont envahis de survivants malades. Les médecins, dépassés, ne savent pas comment soigner ces patients. Personne n'a été informé des substances libérées, et aucun antidote n'a été prévu pour ce type d'intoxication massive. Dans les ruelles des bidonvilles, l'horreur continue. L'odeur du gaz flotte encore dans l'air, et personne ne sait si l'atmosphère est toujours contaminée. La panique gagne ceux qui ont survécu. Des milliers de personnes quittent leur domicile en urgence pour fuir ce qui semble être un enfer chimique. Combien de morts? La question hante les autorités, mais personne ne parvient à donner un chiffre exact. Les premiers bilans parlent de 1700 victimes. Puis le chiffre grimpe, 3000, 5000, 10 000 morts. Les estimations les plus pessimistes évoquent jusqu'à 25 000 décès liés à la catastrophe. Et ce n'est pas tout. Plus de 500 000 personnes ont été exposées aux gaz toxiques. Beaucoup souffriront de séquelles à vie. Les effets à court terme sont catastrophiques.
Des brûlures chimiques des yeux et de la peau. Des problèmes respiratoires sévères. De la cécité temporaire ou permanente. Des œdèmes pulmonaires causant la mort par asphyxie. Très vite, on comprend que les effets à long terme seront encore plus dévastateurs. Les survivants commencent à ressentir des troubles persistants. Des années après, les maladies continuent d'apparaître. Taux de cancer anormalement élevé. Troubles neurologiques et atteintes du système nerveux. Augmentation des fausses couches et des malformations congénitales. Vieillissement prématuré, douleurs articulaires chroniques. La catastrophe n'a pas tué que sur le moment, elle a empoisonné plusieurs générations. Et pourtant, alors que la population de Bhopal souffre, l'usine, elle, est abandonnée sur place. Dans les jours qui suivent la catastrophe, Bhopal devient une ville fantôme. Des milliers de corps sont incinérés en urgence. Chapitre 3. Les suites et la lutte pour la justice. Après la catastrophe, l'usine est fermée. Mais elle ne sera jamais réellement démantelée. Les réservoirs de stockage, les tuyauteries, les cuves chimiques, tout reste en place, figé dans le temps comme un sinistre vestige du drame. Les équipements rouillent, les cuves se fissurent, et des tonnes de déchets toxiques s'infiltrent lentement dans les sols. Dès 1985, des analyses révèlent que les nappes phréatiques sont contaminées. L'eau potable, utilisée par les habitants, contient des taux alarmants de métaux lourds et de substances cancérigènes. Mais malgré les preuves accablantes, aucun nettoyage sérieux n'est entrepris. Le groupe nie toute responsabilité, arguant que l'usine appartenait à sa filiale indienne et que c'était au gouvernement de gérer la dépollution. Le résultat ? Près de 40 ans plus tard, le site de Bhopal est toujours un immense terrain pollué. En 1987, les premières poursuites judiciaires sont engagées. L'Inde réclame des comptes. Mais dès le début, le procès est marqué par des manœuvres d'évitement et des pressions diplomatiques. Finalement, en 2010, après plus de 20 ans de procédure, plusieurs responsables indiens de l'usine sont condamnés à 2 ans de prison pour négligence. 2 ans de prison, pour la mort de plusieurs milliers de personnes. Les familles des victimes crient au scandale. Pour elles, la justice n'a jamais été rendue. Quant à Union Carbide, l'entreprise n'a jamais été jugée. En 1989, un accord est signé. 470 millions de dollars sont versés aux victimes. Mais la somme est ridiculement basse avec 1750 dollars par décès et 450 par blessé. Mais à Bhopal, les victimes sont abandonnées à elles-mêmes. Beaucoup n'ont jamais reçu l'argent promis. D'autres continuent de se battre, réclamant une indemnisation à la hauteur du drame. Encore aujourd'hui, des milliers de victimes vivent dans la pauvreté, sans accès aux soins, alors que leur santé a été brisée par le gaz toxique. Mais ce drame est-il encore dans les mémoires ? Le monde a fini par tourner la page, les médias ont cessé d'en parler. Union Carbide a été racheté, son nom effacé. Ses dirigeants n'ont jamais été inquiétés. L'Inde a laissé la catastrophe s'enliser dans les lenteurs administratives. Les victimes ont continué de mourir dans l'indifférence. Mais Bhopal, ce n'est pas juste une ville. C'est un avertissement. C'est la preuve qu'une seule erreur industrielle peut coûter des dizaines de milliers de vies. C'est l'exemple de ce qui arrive quand la sécurité est sacrifiée pour des profits. C'est le rappel que les grandes entreprises, quand elles en ont l'occasion, fuient leurs responsabilités. Alors aujourd'hui, une question se pose. Sommes-nous mieux protégés qu'en 1984 ? Les réglementations ont bien surévolué, les normes de sécurité ont été renforcées. Mais le risque n'a pas disparu. Alors Bhopal pourrait-il se reproduire ? La réponse est simple, oui. Parce que Bhopal n'est pas un cas isolé, je vous invite à découvrir bientôt d'autres histoires marquantes qui ont elles aussi bouleversé notre rapport aux risques industriels. Pour ne pas les manquer, abonnez-vous et restez connectés. À bientôt.